Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Contrôle Alt Podcast, le podcast qui a pour objectif de vous aider à réussir la partie humaine de vos projets digitaux. Je m'appelle Fabien et j'accompagne les acteurs du digital sur les dimensions humaines. Donc, au sein des projets, en concevant et en mettant en œuvre des dispositifs de conduite du changement, mais aussi par du coaching individuel ou collectif. Comme d'habitude, c'est un format relativement simple et sans montage. Et j'en profite vraiment pour remercier ceux qui m'ont fait des retours, que ce soit sur le format ou sur le contenu, pour me donner des idées pour la suite. Merci beaucoup, ça m'aide. Donc, le sujet du jour de l'épisode, c'est on n'achète pas le changement avec un logiciel, on le cultive. Donc, ce que j'entends par là, pour l'illustrer, est-ce que vous avez déjà vu un CRM flambant neuf qu'on vient d'acheter mais que personne n'alimente? Ou encore une GED où les dossiers sont vides? Ou un outil collaboratif où il y a seulement 2 postes qui se battent en duel après, plusieurs mois, dans l'entreprise? Donc dans ces 3 cas, des logiciels ont été achetés, il y a eu des projets pour les intégrer, donc un investissement de la part des organisations et pourtant, il ne se passe pas grand-chose. L'adoption reste faible. Donc c'est pour ça qu'on n'achète pas le changement, on le cultive dans le sens où un logiciel ne va pas à lui seul changer la culture d'une organisation ou d'une équipe. Il embarque pas les comportements qu'on espère voir chez les collaborateurs le jour où on l'installe et où on lance l'icône sur son bureau. Il faut vraiment accompagner ces comportements. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est 3 leviers humains simples et actionnables pour accompagner un déploiement. Comment doser l'accompagnement aussi en fonction du type d'outil qu'on va installer et un cas concret d'un projet. Puis on fera un petit récapitulatif à la fin. Donc pour la première partie, on va quand même faire un petit zoom sur ce qu'on attend d'un logiciel versus la réalité du terrain. On va garder nos exemples, mais il y en a plein d'autres. Généralement, si j'achète un CRM, je vais attendre, par exemple, de la rigueur. Si j'achète une GED, je vais plutôt attendre des comportements de partage et de structuration, par exemple. Pour des outils collaboratifs, ça serait plus de la transversalité, de la collaboration dans les équipes. C'est dépendant de chaque organisation, ce sont des exemples. Mais voilà, sur le papier, ça peut être logique, mais sur le terrain, c'est-à-dire, le premier lundi matin où l'utilisateur est seul devant son PC, la rigueur, ça s'improvise pas, le partage, ça se décide et la coopération, ça se pratique. Donc l'outil ne fait pas tout quand il s'agit de passer à l'action. Alors c'est sûr qu'il y a des outils où on peut, enfin quasiment tous, on peut contraindre finalement des gestes pour les utilisateurs, donc que ce soit par des droits, avec des workflows rigides, bien définir des rôles, des modèles de documents ou d'autres paramétrages qu'on va pouvoir mettre par défaut. Donc ça peut forcer ou accélérer certaines pratiques, mais ça ne va pas imposer la culture et l'envie de partager par exemple ou l'envie de coopérer. Donc parfois même cette contrainte technique, elle va faire émerger des tensions qui sont plutôt saines, c'est-à-dire que elle va montrer le fait de mettre un logiciel, ça peut aussi montrer des zones de flou qui étaient implicites dans l'entreprise, des petites zones de pouvoir, voilà, ou d'autres règles comme ça qu'on peut découvrir et mettre en exergue. Donc, si j'illustre ça, c'est pas parce qu'il y a un outil de ticketing, par exemple, qui existe, qui a été fait, pour faciliter, l'organisation, du service support et qui m'impose de créer une demande, pour ça m'empêche pas d'aller voir directement, l'équipe support pour leur demander de prioriser ma demande et ça empêche pas certains de me l'accepter non plus. Donc ça, c'est vraiment des choses qui se travaillent en amont dans le quotidien. Si l'organisation n'est pas préparée, donc sans travail managérial, sans rituel, l'impact visé de l'outil risque d'être faible et de ne pas atteindre finalement le retour sur investissement qu'on attend. Donc si on prend les choses dans le bon ordre, à mon avis, il vaut mieux préparer le terrain avant la mise en production d'un logiciel. Donc plus tôt on commence, mieux c'est. Donc on le sait et on le voit en plus dans beaucoup d'études, on sait que l'échec, total ou partiel de nombreuses transformations digitales est quand même plus souvent du côté humain et organisationnel que du côté technique. Donc ça peut être vu soit comme un risque, soit comme un mémo, mais si on investit dans un outil, mais pas dans les comportements, l'adoption elle peut un peu sentir le sapin. Donc c'est pas un jugement sur les individus, mais c'est vraiment un constat systémique. C'est-à-dire que les comportements sont toujours finalement cohérents avec le système dans lequel ils s'expriment. Donc ça veut dire que si rien ne change autour, mis à part l'outil, donc que les règles, les incitations, la reconnaissance, les pratiques, et cetera, les comportements vont logiquement rester les mêmes. Pas juste un outil qui va changer tout par miracle.
Donc voilà, donc je vous propose 3 leviers assez simples et actionnables, que j'espère que vous trouverez efficaces pour actionner, pour accompagner vos projets. Donc le premier, c'est de clarifier bien les comportements cibles. Donc par rapport à ce qu'on vient de dire, une petite question rhétorique, ça serait: si demain vous achetez un logiciel, vous avez prévu peut-être d'en acheter un, ou vous allez en intégrer un chez un client, posez-vous ou posez-leur la question: c'est quoi les 3 gestes concrets que vous voulez voir dans les équipes? En étant le plus factuellement possible. C'est-à-dire, le jour où le logiciel, c'est bon, il est live, qu'est-ce que vous voulez voir? Donc on peut commencer macro, c'est-à-dire de savoir si on attend plus de rigueur, plus d'autonomie, davantage de coopération, de la remise en question, de l'innovation, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et après, on va essayer de redescendre avec des gestes qui sont observables, dans le sens où si je filmais la scène avec une caméra, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce qu'on verrait à l'écran? Donc si on garde nos exemples, si je prends, par exemple, qu'on souhaite creuser la partie collaborative, donc l'attente et la collaboration, on pourrait, dans le cadre d'un CRM, entre guillemets, quand on filme, mettre à jour, l'opportunité de chaque contact. Sur une JED, on aimerait que les collaborateurs, déposent des documents et les classent correctement. Sur un outil de suivi de projet, ça pourrait être de compléter mes activités, projet le vendredi avant de fermer mon PC. Sur un outil, par exemple, de la qualité ISO 9001, ça serait les collaborateurs ouvrent spontanément des fiches de progrès quand ils remarquent une amélioration potentielle. Donc, on essaie vraiment de décrire ce qu'on souhaite, mais également de décrire la cible. Donc ça va nous permettre d'essayer de faire une photo avant-après des comportements. On va travailler ensuite sur les freins. Pourquoi c'est pas fait aujourd'hui? Alors, des fois, ça sera juste l'absence d'un outil. Il manque juste tel outil pour pouvoir faire cette activité-là. Mais parfois, on pourra découvrir aussi du manque de temps, des zones un peu grises dans l'organisation, des peurs de perte, une sorte de pouvoir, des règles qui pourraient être contradictoires, pas de reconnaissance sur ces comportements. Et voilà, dans le cas, par exemple, de l'exemple de qualité de déclarer des améliorations potentielles avec des fiches de progrès, ça pourrait être une peur de se faire juger aussi, par exemple, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va essayer d'identifier. On va en parallèle aussi lister les accélérateurs potentiels. Donc, qu'est-ce qui, dans mon organisation, va pouvoir m'aider à favoriser ces comportements en parallèle du déploiement de mon outil? Donc, une fois qu'on a ces points-là, ça va nous permettre d'identifier ou de travailler pour atténuer ce qui bloque, renforcer ce qui aide, mais ça va aussi ça évite aussi de mettre en place des solutions qui seraient que formelles à des problèmes qui seraient guillemets plutôt relationnels, voilà, plutôt de l'ordre de l'humain. Ça, c'était le premier point. Donc, le deuxième point, c'est de préparer des managers relais ou traducteurs de ce changement. Un changement, c'est un effort, quoi qu'il arrive, dans le quotidien d'un utilisateur. Donc, un mail descendant du COMEX, ça peut aider l'impulsion d'un projet à démarrer, mais il ne va pas suffire à faire changer toute une organisation et tous les comportements des utilisateurs ce fameux lundi matin où ils sont tout seuls devant leur PC avec leur nouveau logiciel. Donc c'est vraiment dans le quotidien et dans la durée que des actions et des rituels vont favoriser le fait que finalement ce changement se produise. Si le quotidien est important, ça veut dire que les managers ils vont vraiment être clés pour accompagner le changement dans ce quotidien. Pour ça, il faut qu'ils en aient le temps, il faut qu'ils aient des repères, il faut qu'ils aient la légitimité de le faire. Parce que souvent, un risque, c'est qu'on leur demande de porter le changement, mais sans vraiment leur donner une marge de manœuvre sur pouvoir modifier les contraintes qui vont freiner ce changement-là. Donc John Kotter, c'est un professeur à Harvard Business School et c'est un expert mondialement reconnu dans la conduite de changement. Peut-être que vous le connaissez pour un livre qui est assez connu, qui s'appelle Alerte sur la banquise, qui est une histoire d'une colonie de pingouins qui doit vivre un changement. Voilà, je vous le conseille d'ailleurs, c'est vraiment très parlant et très instructif. Donc, alerte sur la banquise. Voilà. Donc, John Kotter, il affirme que le changement se construit aux 2 tiers dans la relation du manager avec ses collaborateurs. 2 tiers. Donc, ces travaux montrent que le manager, du coup, est vraiment un acteur clé. Donc, pour illustrer ça, alors je vais un peu caricaturer, mais on va prendre 2 cas, par exemple, dans le déploiement d'un ERP. D'un côté, vous avez un manager qui est préparé, donc qui est vraiment un relais du changement. C'est-à-dire que quand il est avec ses équipes, il explique pourquoi cet outil est mis en place, pourquoi on le fait maintenant, les impacts pour son service, qu'ils soient positifs, mais également les risques. Il est capable de l'utiliser, de montrer comment finalement sur un cas réel.
Il peut trancher donc sur la manière de gérer les exceptions et de manière on sait qu'il contribue à l'amélioration de l'outil. Il valorise aussi l'utilisation de son équipe, enfin la valorisation de l'outil par son équipe. Premier cas. Deuxième cas, vous avez un manager qui est plutôt à découvert, on va dire. Donc lui, il découvre l'outil en même temps que son équipe. Le pourquoi est un peu flou, les règles sont un peu incertaines, il hésite, il met en place des solutions de comportement en attendant ou au cas où. Bon, je caricature, mais je n'ai pas besoin de pousser les deux scénarios, vous voyez où je veux en venir. Donc comment on va favoriser le premier cas pour avoir des managers relais? Donc l'idée de fond, c'est, tant bien que possible, d'impliquer les managers dans la démarche. Ce sont donc vos véritables relais et il faut les traiter comme tels. Donc d'un point de vue un peu systémique, c'est aussi des baromètres dans le sens où quand vous allez travailler avec eux, leur réaction, ça va vous renseigner sur les tensions potentiellement structurelles du projet. Donc les écouter, c'est aussi diagnostiquer le système et mieux anticiper ce qui se serait passé naturellement si vous n'aviez rien fait. Donc on peut travailler avec eux, collaborer ou à minima les briefer sur la vision, les règles d'usage du logiciel, les limites et anticiper les risques. Voilà, donc ça, cette partie-là, bien entendu, il faut l'adapter. Si vous avez 15 managers ou si vous en avez 400, c'est pas pareil. Mais voilà, il y a quand même des outils, des choses qu'on peut mettre en place pour les consulter ou co-construire des choses avec eux. On va ensuite les aider à avoir un message clair. Donc, comment présenter le projet, comment répondre aux questions, anticiper les cas particuliers et voir comment il faudra les traiter. Et ça, c'est important aussi si on peut de les aider à prendre ce message, mais aussi de le traduire aux yeux de leur service. Donc les outiller ensuite, donc on va pouvoir leur donner des guides, des fiches réflexes, des process pour remonter les exceptions, leur redonner du feedback régulier justement sur des évolutions, des modifications qui ont été demandées sur le logiciel, donc vraiment les outiller. Les accompagner, mais aussi les coacher sur leur posture, leur arbitrage, leur leadership. Et enfin, on peut les sensibiliser à la conduite du changement et créer aussi c'est une espèce de communauté de différents relais. Donc à voir, là encore, comment ça peut se faire en fonction de pas mal de paramètres, que ce soit, à quel point le projet touche, du monde dans l'entreprise. Des fois, ça va toucher tout le monde et si vous avez beaucoup de managers, voilà, c'est pas la même logistique que si vous en avez peu. Mais aussi de voir le degré de changement. Est-ce que le changement est fort ou non? Donc voilà, c'est important d'ajuster tout ce que je dis. Donc voilà, il ne faut pas oublier que les managers, ils vivent le changement en même temps qu'ils doivent le porter devant leur équipe. Donc c'est vraiment le but de leur offrir de l'avance sur tout ça. Donc qu'ils digèrent le changement, qu'ils le comprennent, voilà, en fonction des cas, qu'ils aient un bac à sable, un scénario avant-après qui soit vraiment clair, et puis la légitimité pour pousser le changement et tout ce que ça implique dans le cadre de leur périmètre. Troisième point, qui est le troisième levier, donc d'installer des rituels. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les grandes messes, donc ce fameux mail du COMEX par exemple, et puis un événement qui pourrait s'en suivre, ça suffit pas. C'est bien pour des impulsions, mais on va aller chercher des micro-rituels ou des rituels même qui sont visibles et qui vont durer dans le temps. Donc si je prends une image, je crois que c'était Simon Sinek qui disait ça, c'est un peu comme la course à pied ou le sport. Après la première séance que je fais, je vois pas de différence sur mon corps. L'écart après entre 2 séances ne se voit jamais. Par contre, si je suis régulier, au bout d'un an, je vois une différence très nette entre mon état avant et mon état après, toutes choses étant égales par ailleurs. Et si on se l'applique ça sur le avant et après avoir déployé, un outil, on va chercher à ritualiser tout ce qui peut favoriser les comportements attendus. Alors par exemple, ça peut être prendre 2 minutes en réunion pour, partager un exemple ou, un outil à éviter ou aurait évité s'il n'est pas encore là, un raté ou nous a fait gagner du temps. Ça peut être de partager aussi, d'avoir des comme des rituels ou dans des interactions quotidiennes, du type, «Ah là là, si c'est pas dans la JET, je ne regarde pas», quand les gens vous posent une question. Ça peut être, voilà, on peut le temps en fonction de comment ça se passe dans le service, ça peut être tourné un petit peu sous forme de jeu et c'est pas grave. Ça peut être aussi des communications régulières et une démarche assez active autour de l'outil, donc avec des partages de bonnes pratiques dans l'entreprise, des tips qui sont diffusés et cetera. Bien entendu, partager, les fameuses quick wins qu'on pourrait identifier dans les réunions qu'on vient de voir juste avant et des messages ou même des interfaces dans l'outil, qui vont favoriser les comportements attendus. On peut aussi paramétrer certains outils ou mettre en place, des solutions, en surcouche de l'outil pour, favoriser, les comportements qu'on souhaite.
Voilà. Donc tout ça, bien entendu, il faut le réfléchir en fonction, au cas par cas, en fonction de son contexte, des utilisateurs, du périmètre, de l'outil. Mais l'idée, c'est vraiment de chercher tout ce qui peut favoriser ce comportement souhaité. Donc c'est toutes ces petites choses qui vont au final permettre de nous dire sur le long terme qu'on a, par exemple, une culture de la collaboration dans l'entreprise ou dans le service. Et l'idée de fond, c'est vraiment de rendre visible et finalement palpable la culture qu'on est en train de construire. Ça rappelle aussi que c'est pas juste, une valeur qui est affichée au mur, mais c'est vraiment une somme de petits comportements partagés, repérés et reconnus, quoi. Typiquement, c'est, un exemple, c'est je suis en entretien d'embauche avec un candidat. Je suis capable de lui expliquer nos valeurs, ce qui est affiché sur le mur, mais comment ça se traduit dans l'opérationnel et dans le quotidien. Et encore mieux, les collaborateurs sont capables de le faire. Voilà, donc on a vu 3 leviers, clarifier les comportements, préparer les managers et installer des rituels. Voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais j'espère que voilà, ceux-là, vous les trouverez, assez actionnables pour pouvoir, vous lancer. Attention, maintenant, pour la 2 prochaine partie, on va voir qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que c'est important aussi de doser l'accompagnement selon le type d'outil. Ça sert à rien de pêcher au bazooka, car tous les projets vont pas se gérer de la même manière. Ce qui compte, c'est pas seulement la nature de l'outil, mais aussi, bah, la maturité, culturelle, si je puis dire, et le degré d'interdépendance que vont avoir, les équipes entre elles. Plus la collaboration va être nécessaire, plus l'accompagnement doit être présent. Ou encore, plus on part de loin par rapport à des comportements actuels et les comportements cibles, plus l'écart est loin, plus l'accompagnement devrait être présent. Donc là, je vais prendre 3 cas pour illustrer. Donc là, c'est encore des grosses généralités, mais voilà, ça va permettre d'appuyer le point. Si on prend des projets autour de la sécurité informatique, donc exemple, une mise en place d'un pare-feu pour interdire certains sites, la mise en place d'un MFA, la mise en place d'un VPN, peu importe. Donc ça, ce type de projets-là, ils vont généralement imposer des règles, des gestes simples qui sont souvent pas contournables. Ici, en fonction du contexte pour l'entreprise, l'enjeu, c'est pas forcément toujours de pousser une grande culture de la sécurité, même s'il faudrait, mais juste de partager le pourquoi et d'éviter les contournements auprès, bah, de tout le public qui est concerné. Voilà. Petit coucou à celui qui envoie des docs pro, sur son mail perso pour les donner à manger sur ChatGPT sur son smartphone. Mais voilà, l'accompagnement ici, donc dans ce cadre-là, ça va être d'informer clairement, de former et d'assister aux besoins en fonction voilà, de la complexité d'usage et surtout de montrer l'exemple. Donc le manager, bah, il active son MFA en premier, il applique les règles de sécurité et il cherche pas d'exception. Si possible, il se plaint pas, en tout cas pas en public. Ça, c'est le premier type d'outil. On impose finalement des choses. Après, on va avoir des outils qui vont un peu toucher au processus. Donc, on va prendre l'exemple de workflow, de process de demande RH, de je sais pas, process qualité, validation documentaire, process d'achat, les demandes d'achat, et cetera, ou même des outils de ticketing. Donc ça, c'est des outils qui vont standardiser et qui vont, peut-être modifier des pratiques et surtout bien cadrer qui fait quoi dans les rôles. Donc ça enlève du flou, ça accompagne la productivité, et cetera. Et là, sur l'accompagnement, on va aussi co-construire, si on peut, les process ou à minima consulter ceux qui vont être impactés par le changement. Donc ça, c'est ce qui est généralement fait dans les projets. Et ce qui est important aussi, c'est de clarifier les impacts sur le quotidien de nos utilisateurs. Et notamment, par exemple, ici, l'impact sur l'absence de zone de flou. On a des rôles plus cadrés et qui sont codés dans l'outil. Donc le avant, je pouvais décider tout seul ou ouais, non, t'inquiète, je vais voir un tel, ça ira plus vite. Si ça n'existe plus, est-ce que je vais perdre de l'autonomie? Est-ce que les personnes vont avoir le sentiment de perdre du pouvoir? Voilà. Et tout ça, c'est pas anodin parce que on touche finalement à la répartition un peu du pouvoir décisionnel dans l'entreprise et ces outils vont avoir tendance à déplacer des frontières qui étaient invisibles ou un peu floues. Et là, ça va clarifier qui décide, qui contrôle et qui valide. Et ça, c'est des sujets qui sont autant culturels qu'opérationnels. Donc, c'est important de les traiter. Troisième cas, si on prend des outils plutôt collaboratifs ou de partage de connaissances, donc des JET, des applications très collaboratives, des bases de connaissances, et cetera. Là, on passe un cap parce que ça touche aussi directement à l'envie d'agir, de partager, de rendre visible. Donc le faire, c'est pas spécialement dans les process métiers, mais c'est une vraie décision de chaque instant pour les collaborateurs. Donc là, c'est sûr que l'exemplarité managériale, elle est centrale.
Si un manager il continue de stocker ses fichiers localement, qu'il n'utilise pas l'outil de suivi des tâches, ou qu'il partage, ses connaissances encore par mail, l'outil, ça restera finalement un gadget et puis on tombera dans les cas où c'est pas utilisé. Donc ici, on va vraiment, c'est vraiment là où on va commencer à bien favoriser des rituels d'usage, reconnaître les contributions, mettre en place des pratiques, innovantes, enfin voilà, en plus de tout ce qu'on a dit précédemment. Donc là, il y a vraiment pas mal de travail, là encore, si l'entreprise part de loin sur ces sujets. Voilà. On va vraiment essayer, dans ce cas-là, de créer un environnement où le partage soit pas vécu comme une mise en danger, c'est vraiment comme une contribution qu'on va valoriser. Ça, je vous l'illustrerai dans l'exemple qu'on verra après. Voilà. Donc c'est rare aussi donc que les équipes ne vivent qu'un changement en même temps, donc en fonction du type du projet et du positionnement. Enfin voilà, j'insiste sur ce que je dis, depuis tout à l'heure, mais faut l'adapter au cas par cas. L'important, c'est de doser l'effort qu'on met dessus. Là, je vous donne des grandes généralités, mais bien entendu, c'est, ultra spécifique tout ça. Voilà, maintenant je vais vous partager un cas concret, donc autour d'un projet de GED. Donc c'est un projet qui m'a marqué parce qu'il illustre vraiment bien ses propos, je trouve. Ça pourrait être aussi un très bon exemple de coaching, systémique, d'organisation avec un recadrage sur la manière de voir les choses. Mais bon, voilà, donc c'était un cas de mise en place d'un outil de gestion de documents. Donc au moment où on a déployé, tout était prêt, l'outil était super, il collait parfaitement, il était parfaitement configuré au process métier. Le planning était maîtrisé, la communication était claire, enfin voilà, tout était, mis en condition pour que ça se passe bien. Et pourtant, lors de la mise en production, on avait la chance d'être sur place et vraiment d'accompagner cette mise en production, bah, l'usage ne décollait pas dans le quotidien. Donc les équipes continuaient de travailler avec du papier et bah, il y avait pas tant de documents que ça sur la JET. Donc si je revisite ça avec mon œil de coach aujourd'hui, je dirais que le système, il fonctionnait parfaitement, mais avec ses propres règles implicites. Parce qu'en fait, on valorisait finalement la rétention d'informations sans jamais l'avoir dit, voilà, au sein de l'entreprise, hein. Je dis pas que le management valorisait les gens qui faisaient de la rétention d'infos, mais dans le système, c'était comme ça. Le problème, c'était pas une résistance, mais c'est que c'était quelque chose qui restait cohérent pour tout le monde d'agir comme ça. Donc, c'est en discutant avec les utilisateurs qu'on a compris que ce problème n'était pas technique, mais culturel et on a eu, bah, différentes visions du monde là-dessus. Donc, voilà, donc, bien entendu, si les gens vous le disent pas au premier abord, il faut discuter, échanger, mais pour certains, détenir l'info et vraiment sur son bureau, c'était quelque chose qui rassurait. Je pense aussi qu'on a vu que c'était, aussi se sentir un petit peu moins remplaçable ou substituable, en tout cas, d'être celui qui détient l'information. C'est-à-dire que pour d'autres, c'était aussi une source de pouvoir, même informel, et pas à sens pouvoir mal pensé, mais vraiment dans le sens de: «Ah bah tiens, j'apprécie que les collègues viennent à mon bureau pour me demander des informations», par exemple. On a aussi vu que pour certains collaborateurs, partager ses dossiers et donc son travail, bah, finalement, c'était plus s'exposer et donc s'exposer au risque, potentiellement, de se faire critiquer. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas anticipées, avant. Voilà. En bonus, on avait en plus certains managers qui gardaient les dossiers papier, au cas où, bien visibles sur leur bureau, ce qui n'était pas trop. Donc en revisitant les choses avec ma paire de lunettes actuelle, je vois vraiment que les ajustements qui ont été faits à l'époque ont fait bouger les choses progressivement. C'est-à-dire que on avait travaillé pour réorienter le message en passant de «utiliser la JET, c'est bien», je caricature, à «vous contribuez au patrimoine documentaire de l'entreprise en structurant la JED». Différent. Donc on a valorisé donc également dans les coms internes les équipes qui contribuaient, le plus et donc indirectement, ça veut dire que ça, c'est devenu un sujet d'équipe qui était valorisé dans les réunions internes de celle-ci. Donc là encore, c'est propre au contexte de chaque projet, mais là, ça avait voilà, c'était pas un esprit vraiment de compétition, mais un petit peu quand même et ça avait bien marché et c'était assez bon enfant. On a mis en place aussi des rétex sur la facilité de traiter des dossiers qui étaient transverses, qui était un des gros pain points du projet. Et voilà, pour comparer le avant et le après, et partager les quick wins et voir que tout le monde, bah, finalement sortait gagnant et qu'on continuait finalement à aider nos collègues en contribuant à la GED. Donc voilà. Progressivement, bon, il y a plein d'autres choses, mais voilà, l'outil, il a trouvé sa place. Pas parce qu'il avait vraiment changé entre la situation A et la situation B en termes de configuration, mais parce qu'il y avait une culture du partage, des modes de management, donc le suivi de la contribution, la reconnaissance et cetera, qui avait évolué. Donc si on décortique ça en 3 temps, finalement l'impulsion, donc elle est venue beaucoup des managers, donc
en valorisant les contributions, donc ça c'était vraiment le court terme. Après, il y a eu la légitimisation de la notion de patrimoine documentaire, donc plutôt quelque chose qui s'est créé à moyen terme. Et après, ça a fait vraiment le socle d'une structure commune sur du long terme. Parce qu'une culture, ça peut pas se décréter et ça s'installe lentement au fil des pratiques. Donc voilà, autant s'y prendre, pardon, le plus tôt possible. Un point important aussi dans ces contextes, c'est d'observer les interactions plutôt que de juger les comportements. Donc, quand on est là-dessus, c'est qu'en comprenant ce qui fait sens pour chaque personne, qu'on va pouvoir réorienter la dynamique. C'est pour ça, quand je parlais sur le pouvoir tout à l'heure, je dis c'est pas quelque chose où les gens pensent à mal entre guillemets sur la notion de pouvoir. C'est vraiment que c'est des choses qui font sens pour eux. Donc c'est important de comprendre ces points-là pour pouvoir réorienter la dynamique, voilà, tout en utilisant quelque chose qui fait sens pour eux aussi. Pour récapituler tout ce qu'on s'est dit, donc avant ou en parallèle d'un projet, essayez de vous poser ces questions. C'est quoi les comportements concrets qu'on attend? Quel est le gap avec l'existant? Les freins, les accélérateurs? Comment les managers vont incarner ce changement et comment je les accompagne? Quels rituels on peut mettre en place pour ancrer le changement dans les pratiques quotidiennes? Est-ce que après même il y a des features que je peux encourager, enfin que je peux configurer pour encourager ces comportements dans le logiciel? Et enfin, quelles sont les règles du jeu implicites qui devront évoluer pour que ces comportements aient une chance d'exister? Donc là, c'est un peu plus un travail de coach, mais c'est vraiment un point, clé à mon avis. Donc pour conclure, acheter un logiciel donc pour changer la culture, c'est comme acheter un piano pour devenir musicien. Il faut un instrument, c'est clair, mais ça ne suffit pas. Donc pour faire de son projet une réussite durable, on ne cherche donc pas juste des outils ou des fonctionnalités, on cherche aussi un changement dans les comportements au quotidien, et donc ça, c'est quelque chose qui s'accompagne. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous repartez avec des idées qui sont utiles pour vos projets. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, noter et surtout à partager ce podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. N'hésitez vraiment pas si vous avez des retours, des suggestions, et même si vous avez envie de participer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Normalement, il y a le lien vers mon profil LinkedIn dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt et n'oubliez pas d'accompagner la dimension humaine de vos projets.